Le garçon pensait avoir des punaises de lit, mais lorsque le médecin a regardé de plus près, son expression est passée de l'inquiétude à l'horreur silencieuse. Dans une maison en bois délabrée de 2 étages, en périphérie de la ville, une famille de 3 personnes menait une vie modeste. Monsieur Henri, un charpentier d'une 40aine d'années, doué à la voix douce, sa femme Amélia, institutrice au regard bienveillant et au sourire fatigué, et leur unique enfant, Jacques, un garçon de 10 ans vif au sourire malicieux quand il ne se grattait pas les bras. « Tu te grattes encore » murmura Amélia en allumant brusquement la lumière de la chambre après avoir entendu un léger bruissement au cœur de la nuit. La faible lueur de la lampe se répandit dans la pièce, révélant Jacques assis bien droit dans son lit, la poitrine haletante, ses doigts s'agrippant furieusement à sa peau déjà à vif. « Ça me démange tellement, maman. Ça me démange partout » s'écria-t-il, la voix teintée de désespoir. Amélia se précipita à ses côtés et alluma la lampe de chevet. La panique traversa son visage desquels vit les marques rouges fraîches qui sillonnaient ses bras, des lignes de colère, à vif, qui semblaient avoir été creusées par des griffes plutôt que par des ongles. Du sang maculait les draps là où Jacques avait gratté la peau, laissant des traces et des points cramoisis. « Henri, viens voir ce qui arrive à notre fils » cria-t-elle en fouillant dans le tiroir à la recherche de la crème anti-démangeaison avec des mains tremblantes. Henri entra en titubant dans la pièce, encore groggy par le sommeil, clignant des yeux à cause de la lumière. « Oh, fiston! Laisse-moi voir. » Jacques gémit et s'enfouit dans les bras de sa mère, frissonnant. « Comme hier soir. Et la nuit d'avant. J'ai tellement de démangeaisons, et j'ai froid aussi. » Au début, ils avaient pensé à des piqûres de moustiques ou à une réaction allergique. Mais lorsqu'Amélia alluma toutes les lumières de la pièce et inspecta le corps de leur fils, elle vit que les marques rouges s'étaient propagées, à son cou, à son dos et même à la plante de ses pieds. Ils changèrent les draps et les lavèrent soigneusement au désinfectant. La deuxième nuit, Amélia vaporisa de l'insectifuge sur toute la pièce, mais rien n'y fit. Les démangeaisons revinrent, plus incessantes que jamais, et Jacques se grattait avec plus d'intensité. « Ce doit être des punaises de lit » murmura Amélia à son mari un matin alors que Jacques dormait sur le canapé, épuisé au-delà de son âge. Henri fronça les sourcils et secoua la tête. « J'ai vérifié attentivement. Le matelas est impeccable. Aucune trace d'insectes. La maison est peut-être vieille, mais elle n'est pas infestée. Alors pourquoi est-ce qu'il continue à être comme ça chaque nuit ?» Henri poussa un long soupir et détourna le regard. « C'est peut-être un truc de l'école. Une allergie. » Amélia secoua fermement la tête. « Non. Je l'ai gardé à la maison aujourd'hui, toute la journée. Rien de nouveau, pas de nourriture inhabituelle, pas de vieux vêtements. Mais dès qu'il s'est couché ce soir, les démangeaisons ont recommencé. La maison dans laquelle ils avaient emménagé était nichée près d'une petite colline, sa charpente fissurée et usée par les intempéries, le toit malmené par des années de tempête. Ils y vivaient depuis 6 mois, contraints de quitter leur ancien appartement en ville après la réduction des horaires de travail d'Henri, conséquence de la fermeture partielle de l'atelier de menuiserie. Le loyer était ici 2 fois moins cher. Ils n'avaient pas d'autre choix. Leur propriétaire, Monsieur Donald, était un vieil homme solitaire qui vivait dans un petit appartement derrière la maison. Il était calme, distant et communiquait surtout par de brefs hochements de tête. Un jour, lorsqu'Amélia l'invita à dîner, il se contenta de secouer la tête et de murmurer « Je n'aime pas le bruit ». Alors que les nuits s'éternisaient, Jacques commença à perdre complètement le sommeil. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, se grattant sans cesse, les yeux rougis par les pleurs, son petit corps tremblant sous sa couverture. « Maman, quelque chose rampe sur moi. Il n'y a rien là-bas, mon chéri. C'est juste un rêve. Essaie de dormir. » « Maman est là » murmura Amélia en lui repoussant les cheveux et en l'embrassant sur le front. La voix du garçon tremblait. « Ça me touche sans arrêt. Il fait si froid. » Amélia lui serra la main fermement, la voix brisée. « Tout va bien, mon amour. Je ne te ferai pas de mal. » Chaque jour, Jacques devenait plus fragile. Il arrêtait de finir ses repas. Ses joues se creusaient, sa peau pâlissait et des cernes se dessinaient sous ses yeux. Henri s'agitait, la frustration couvant sous son calme. « Il faut faire quelque chose, Amélia. On ne peut pas rester là à le regarder souffrir. »« Je sais, » dit-elle en essuyant ses larmes. « J'ai pris rendez-vous. On l'emmène chez un dermatologue en ville demain. On ne peut plus attendre. » Cette nuit-là, Jacques se tourna et se retourna avant de se réveiller en sursaut en hurlant.
Quelqu'un me surveille depuis le mur, maman. Le cœur d'Amélia faillit s'arrêter. Elle le prit dans ses bras. Ce n'est qu'un rêve, mon chéri. Il n'y a personne. Jacques s'accrocha à elle et murmura, j'entends des murmures, derrière le mur. Henri entra dans la pièce, les yeux plissés par le vieux mur à côté du lit. C'est le débarras, non? Celui dont Donald a dit qu'il n'avait pas été touché depuis 20 ans. Amélia hocha la tête, les mains tremblantes. Il a dit que personne n'y était entré depuis des décennies. Henri s'approcha du mur et y colla son oreille. Silence. Il n'y a rien. Que des rêves, murmura-t-il, comme pour se convaincre. Mais Amélia fronça les sourcils. Tu sens ça? Henri huma l'air, les sourcils froncés. Une légère odeur de moisi flottait comme de la terre en décomposition, de la pierre humide et du métal rouillé, une odeur venue d'un lieu oublié et scellé. C'est peut-être la plomberie, marmonna-t-il. Non, dit doucement Amélia, serrant toujours Jacques contre elle. Cette odeur, c'est différent. Le lendemain matin, ils conduisirent Jacques à la clinique. Il s'endormit sur la banquette arrière, trop fatigué pour parler. Amélia, les yeux gonflés d'inquiétude, le regardait sans cesse dans le rétroviseur. J'espère juste que ce n'est rien de grave. À la clinique de Springfield, le docteur Sarah Jacobs, une femme calme d'une 40aine d'années, examina Jacques avec une attention clinique. Elle étudia chaque signe, les sourcils froncés d'inquiétude. Ça ne ressemble pas à une réaction allergique classique. Et ce n'est pas dû à des piqûres d'insectes non plus, dit-elle d'une voix mesurée, mais troublée. Henri se pencha en avant. Tu dis donc que ce ne sont pas des punaises de lit? Pas des acariens. Sarah secoua la tête. Je recommanderais une biopsie cutanée et une analyse de sang. S'il y a une toxine, elle pourrait être détectée. Toxine, répéta Amélia en resserrant sa prise sur la main d'Henri. Le ton de Sarah baissa, plus sérieux. C'est possible. Je ne peux pas encore l'affirmer avec certitude. Mais la peau de Jacques réagit comme si elle avait été en contact avec un produit chimique irritant persistant. Les yeux d'Henri s'écarquillèrent. Un produit chimique? Dans notre maison? Comment? Il faut en savoir plus, poursuivit Sarah. Auriez-vous utilisé des produits nettoyants puissants? Des rénovations récentes? De la peinture? De la moisissure? Amélia balbutia. Non. La maison est vieille, certes, mais nous n'avons rien touché. Il y a une pièce à côté de celle de Jacques, elle est fermée à clé. Le propriétaire dit que c'est juste un débarras. Sarah leva brusquement les yeux. C'est juste à côté de son lit. Henri hocha la tête. Cadenassé. On n'a jamais vu l'intérieur. Le médecin resta silencieux un instant. Puis, lentement, elle dit, je crois que je dois me rendre à votre domicile. Il serait préférable que j'inspecte les lieux moi-même. Plus tard, dans le couloir froid de l'hôpital de Springfield, Jacques était assis, recroquevillé sur un banc, le corps tendu, le visage pâle. Il n'arrêtait pas de se gratter le cou malgré les douces supplications de sa mère. « S'il te plaît, ne te gratte plus, bébé. »« Mais ça me gratte tellement, maman. »« Je ne supporte pas ça, » gémit-il, les larmes aux yeux. Henri se tenait derrière eux, les poings serrés sur le bord du banc, son visage s'efforçant de rester calme. Le docteur Sarah réapparut, tenant un dossier et une enveloppe scellée. Sa voix était lourde. « Veuillez venir à mon bureau. Nous devons nous parler en privé. » La salle de consultation était stérile et froide, les néons inhospitaliers. Amélia serrait Jacques contre elle, tandis qu'Henri, assis en face du médecin, fixait le dossier qu'elle tenait à la main. Sarah l'ouvrit avec précaution. Tout d'abord, les analyses sanguines ne montrent aucun signe clair d'infection bactérienne, parasitaire ou virale. Mais son taux de globules blancs et ses marqueurs inflammatoires sont légèrement élevés. C'est typique d'une irritation cutanée prolongée. Et la biopsie cutanée, demanda immédiatement Henri. Sarah hocha la tête. Je viens de recevoir les résultats. La peau de Jacques réagit à un composé apparenté au formaldéhyde. C'est un conservateur utilisé dans certains environnements industriels et de laboratoire. À faible dose, il provoque des démangeaisons et une inflammation. Mais avec le temps, il peut affecter les poumons, et même le système nerveux. Amélia halta. Du formaldéhyde? Chez nous? On n'utilise aucun produit chimique.
C'est pour ça que je vous ai posé la question, dit Sarah d'un ton sombre. Il n'a pas pu être exposé à l'école. Les concentrations dans son sang suggèrent qu'il a été en contact avec le virus pendant des semaines, voire des mois. Il doit s'agir d'un élément présent dans votre environnement quotidien. J'ai besoin de votre permission pour inspecter votre domicile. Il pourrait y avoir une source cachée. Nous n'avions pas détecté Henri immédiatement. Il hocha la tête, bien sûr. Tu es le bienvenu quand tu veux. Le plus tôt sera le mieux. Sarah se leva et fit un geste. Bien, je passerai demain matin avec un collègue. S'il vous plaît, ne vaporisez rien et ne changez rien dans la chambre de Jacques. Je veux que tout soit laissé en l'état. Amélia fit un petit signe de tête, ses yeux trahissant un mélange fragile d'espoir et de peur. Le lendemain matin, à Springfield, le brouillard était omniprésent et le froid glacial était intense. Le docteur Sarah arriva avec son collègue, un technicien en environnement nommé Anthony Morgan âgé d'environ 35 ans, calme, portant des lunettes et une valise pleine de matériel. Amélia ouvrit la porte et les salua. « Désolé, la maison est un peu en désordre. » Sarah lui adressa un doux sourire. « Ne t'inquiète pas, Amélia. Il faut qu'on voie l'environnement réel. » Le groupe monta à l'étage jusqu'à la chambre de Jacques. La petite pièce avait de vieux murs en bois et le lit était plaqué contre le mur de droite. Jacques était assis recroquevillé dans un coin, serrant son ours en peluche, les yeux sombres et distants. Anthony commença à utiliser un appareil pour tester l'air, en se concentrant sur le mur adjacent au lit. L'appareil émit un léger bip, puis se tut. Il fronça les sourcils. Sarah demanda doucement, « Quelque chose ?» Anthony secoua la tête. « Pas encore. Je vais installer un détecteur de formaldéhyde ici. Nous prélèverons des échantillons dans quelques heures. » Henri les regarda tous les deux et désigna le mur. Derrière ce mur se trouve la pièce fermée à clé. Monsieur Donald a ajouté, « C'est juste un ancien espace de stockage. » Sarah se tourna vers lui d'un ton respectueux mais ferme. « Serait-il possible que nous puissions jeter un œil à cette pièce ?» Henri hésita. « Je vais lui demander. Il habite derrière. Je vais frapper. » Le groupe se dirigea vers le jardin où se trouvait la petite maison de Donald. Henri frappa, puis se tourna vers sa femme. « Je ne suis pas sûr qu'il ouvrira. » Un instant plus tard, Monsieur Donald l'entrouvrit légèrement. Son visage était émacié, ses cheveux blancs comme neige, ses yeux enfoncés profondément dans son crâne. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix sèche et cassante. Henri lui offrit un sourire poli. « Bonjour, Monsieur Donald. Voici un médecin et un spécialiste de l'environnement de l'hôpital de Springfield. Ils sont venus inspecter la maison en raison de l'état de Jacques. Nous aimerions vous demander si vous pourriez ouvrir l'ancien débarras à l'étage afin qu'ils puissent évaluer l'environnement. » Donald fronça les sourcils. « Il n'y a rien là-dedans. Que des vieux trucs. J'ai perdu la clé il y a longtemps. » Sarah s'avança d'une voix calme et patiente. « On a juste besoin d'un coup d'œil. Pourriez-vous vérifier si vous avez un double de clé quelque part ?» Donald croisa les bras, visiblement irrité. La clé a disparu. De plus, cette pièce est scellée. Ça ne peut pas affecter le garçon. Anthony prit la parole, la voix posée. « Monsieur, le niveau de formaldéhyde dans la pièce adjacente est anormalement élevé. Il pourrait y avoir une fuite. Nous n'accusons personne. Nous voulons simplement assurer la sécurité du garçon. » Donald le regarda en plissant les yeux, puis rétorqua, « J'ai dit qu'il n'y avait rien. Si tu suspectes quelque chose, vérifie de ton côté de la maison. Ne touche pas au mien. » Sarah garda un ton doux. « On veut juste aider Jacques. Si tu trouves la clé aujourd'hui, ça aiderait beaucoup la famille. » Donald resta silencieux un long moment, tendu. Puis, finalement, il hocha la tête. « Je vais le chercher. Reviens plus tard. » La porte s'est refermée en claquant. Henri soupira et se tourna vers Anthony. « Qu'en penses-tu » Anthony sortit un autre appareil portable de sa mallette et remonta dans la chambre de Jacques. Il plaça le capteur contre le mur. L'appareil se mit à émettre des bips de plus en plus rapides. Il a vérifié les relevés et a murmuré, « Le niveau de formaldéhyde à côté du mur est 10 fois supérieur à la limite autorisée. » Sarah fronça les sourcils. Il y a donc vraiment une fuite. Amélia paniquait. Ça peut être toxique, non? Le visage d'Anthony était sérieux.
Une exposition prolongée peut affecter le système respiratoire, voire le système nerveux. Pour un enfant comme Jacques, le risque est bien plus élevé. Henri serra la main de sa femme, la voix tremblante. Nous n'arrivons pas à y croire. Sarah hocha la tête. Je rédigerai un rapport et recommanderai une ordonnance d'inspection forcée si Donald ne coopère pas. Ce n'est plus une affaire privée. Cet après-midi-là, Donald n'est pas revenu. La famille a attendu toute la journée, mais il n'a pas apporté la clé comme promis. Le soir, Henri frappa à sa porte, mais il n'obtint aucune réponse. Les lumières étaient éteintes. Le silence était total. Amélia tremblait. « Tu crois qu'il cache quelque chose ?» Henri hocha faiblement la tête, les yeux fixés sur le mur derrière le lit de son fils. Sarah a immédiatement appelé le service de santé local pour demander une intervention d'urgence. S'il refuse de coopérer, je demanderai à la police locale d'obtenir un mandat de perquisition. Jacques est en danger à chaque heure qui passe. La maison, autrefois silencieuse, était désormais emplie de lourdeur et de suspicion. Personne ne prononçait un mot. Seul Jacques, recroquevillé sur son lit, murmura quelque chose qui fit dresser les cheveux sur la tête. Maman, elle chuchote encore ce soir. Le lendemain matin, alors que les premiers faibles rayons de soleil perçaient à travers les pins, quelqu'un frappa à la porte de la famille. Frappez, frappez. Henri l'ouvrit et vit deux personnes en uniforme bleu, l'une tenant une mallette, l'autre portant des lunettes et tenant un appareil de mesure. Bonjour. Nous sommes du département de la santé publique de Springfield. Je suis Michael Thompson, ingénieur en environnement, et voici mon collègue, Alexander Rogers, ingénieur en surveillance, s'est présenté l'homme. Henri hocha la tête d'un air tendu et les invita à entrer. On vous attendait. S'il vous plaît, montez. Alors qu'il montait les escaliers, Amélia murmura à son mari, « As-tu vu monsieur Donald ?» Henri secoua la tête. Rien hier soir. Pas de lumière. Pas de bruit. Dans la chambre de Jacques, Michael et Alexandra allumèrent leur capteur de qualité de l'air. La pièce était encore imprégnée d'une odeur d'humidité et d'un froid pénétrant qui transperçait le parquet. Michael a placé la sonde à différents endroits le long du mur qui bordait la salle de stockage. Bip. 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 Alexandra a lu les données affichées. Le niveau de formaldéhyde près du mur est 12 fois supérieur à la limite autorisée. C'est grave. Sarah, qui était également présente ce matin-là, dit doucement, il y a clairement une fuite toxique. La question est, d'où vient-elle ? Amélia prit la parole. Nous n'avons toujours pas pu entrer dans la pièce d'un accent grave côté. Monsieur Donald dit avoir perdu la clé. Michael fronça les sourcils. La cloison est en vieux bois. Si quelque chose se décompose dans ce débarras depuis longtemps, il est fort possible que des composés toxiques s'infiltrent par les fissures. Henri se mordit la lèvre, puis dit fermement, il faut qu'on y aille. On ne peut plus attendre Donald. Alexandra hocha la tête. Nous pouvons proposer un mandat d'arrêt aux autorités locales, invoquant un risque pour la santé publique. Sarah ajouta rapidement, je vais commencer les démarches administratives tout de suite, mais cela pourrait prendre quelques heures pour obtenir la commande. Michael s'approcha du mur et renifla les fissures. Il y a une odeur, comme de la matière organique décomposée depuis longtemps. Ce n'est pas que de la poussière. Henri murmura à Amélia, tu te souviens quand on a emménagé ? Moi aussi, j'ai senti une odeur similaire, mais je pensais que c'était juste du bois pourri. Je pensais que c'était juste une vieille pièce. Qui aurait cru ? Tandis qu'il parlait, le bruit d'une clé qui tournait résonna en bas. Tout le monde se figea et regarda vers l'escalier. C'était Donald. Il avait la même apparence, manteau gris délavé, chapeau fedora noir, yeux enfoncés comme des fosses sombres. « Vous avez appelé les autorités chez moi » dit-il d'une voix aiguë. Henri s'avança, essayant de garder son calme. « Mon fils est en train d'être empoisonné par une fuite de gaz. Nous voulons juste nous assurer que rien de dangereux ne sort de cette pièce. » Donald fusilla du regard les visages inconnus. Personne n'a touché à cette pièce depuis 20 ans. Qui a-t-il à voir ? Sarah s'avança, polie mais ferme. Nous devons l'inspecter. Si vous ne l'ouvrez pas, les autorités le feront. Donald ne dit rien, puis se retourna brusquement et descendit les escaliers. Tout le monde échangeait des regards tendus. Une minute plus tard,
il revint, tenant un lourd trousseau de vieilles clés. « Je ne serai pas responsable si tu casses quoi que ce soit, » murmura-t-il en jetant les clés par terre avant de s'éloigner froidement. Henri se pencha pour les ramasser, les mains tremblantes. « Allons-y. » La porte à côté du lit de Jacques était décolorée et ébréchée. Amélia déglutit difficilement tandis qu'Henri insérait la clé. Cliquez. La porte s'ouvrit en grinçant et une vague d'air froid s'en échappa. À l'intérieur, c'était noir comme du charbon, recouvert d'une épaisse couche de poussière. Alexandra alluma une lampe de poche, balayant le faisceau à travers un espace qui ressemblait plus à un tombeau qu'à une pièce. De vieux tissus drapés sur des meubles cassés, des chaises, des tables, des malles en bois tous abandonnés depuis des décennies. Oh mon Dieu! Amélia se couvrit le nez et recula. Cette odeur! Michael a mis un masque et est entré. L'air était lourd, probablement chargé de toxines accumulées depuis des années. Sarah pointa du doigt, d'une voix basse et tendue, « Regarde là, au centre de la pièce. » Quelque chose de gros gisait sur le sol, caché sous une lourde bâche. Henri s'avança prudemment, les doigts tremblants, tandis qu'il atteignait le bord et le retirait délicatement. Tout le monde retint son souffle. Sous la couverture se trouvait une vieille chaise en bois. Sur cette chaise, une forme humaine, ratatinée, ravagée par le temps, était recroquevillée sur elle-même. Le cadavre était si décomposé que la tête pendait mollement sur le côté. Des cordes effilochées et pourries liaient les poignets. Mais le plus horrible, c'est que la bouche avait été scellée avec ce qui semblait être du ciment durci, comme si quelqu'un l'avait délibérément enduite de plâtre. Amélia hurla, serrant ses mains sur sa bouche, trébuchant en arrière dans une terreur pure. Jésus, halta Alexandra en reculant vers la porte, serrant sa lampe torche plus fort. Michael, calme et serein malgré la terreur, sortit son téléphone et prit rapidement plusieurs photos. Puis, se tournant vers Sarah, il dit, « Il faut appeler la police immédiatement. Il s'agit probablement d'une victime de meurtre. » Henri resta figé, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Quelqu'un a été enfermé ici, toutes ces années, » murmura Sarah d'une voix à peine audible. Personne n'aurait pu imaginer ça. Le regard d'Alexandra se déplaça. Regarde le mur derrière la chaise. Il y a une fissure, c'est peut-être là que le gaz toxique s'est infiltré dans la chambre de Jacques. Michael s'empressa de sortir un lecteur portable. Confirmé. C'est le point de concentration le plus élevé de formaldéhyde. Henri tremblait. Il se tourna vers sa femme, pâle et les yeux creux. Nous vivons à côté d'une tombe depuis des mois. Amélia, incapable de supporter le poids de ce qu'elle avait vu et entendu, enfouit son visage dans ses mains et fondit en larmes. La police est arrivée dans les 20 minutes. À leur tête se trouvait l'inspecteur James Carter, un homme d'une quarantaine d'années, sévère, efficace et posé. Un seul coup d'œil sur les lieux et il a ordonné le bouclage complet du 2e étage. Il s'agit d'une enquête pour homicide, dit-il fermement. Cela s'est probablement produit il y a longtemps. Une autre policière, Carmen Owens, s'est rapidement mise au travail, photographiant la scène et prélevant des échantillons d'air et de matériaux à proximité. Sarah s'est avancée. Je suis le médecin qui soigne Jacques. Je crois que ce corps est lié à son état. Carmen hocha la tête solennellement. Nous allons procéder à une autopsie et envoyer tous les échantillons au laboratoire médico-légal de San Francisco. Merci de ne pas avoir abandonné ce garçon. L'inspecteur James fixait le corps ratatiné affalé sur la chaise, le poids du passé gravé dans chacun de ses contours. C'est difficile à croire, murmura-t-il, qu'une communauté entière ait vécu à côté de ce crime pendant 2 décennies. Henri resta silencieux, immobile comme une pierre. Puis, dans un murmure à peine audible, il dit « Si Monsieur Donald, si c'est lui qui a enfermé quelqu'un dans cette pièce, comment a-t-il pu continuer à vivre si calmement ?» La réponse de James fut brève et sans détour. « Il y a des démons qui portent une peau humaine et marchent parmi nous. » Cet après-midi-là, la maison grouillait de monde, policiers, techniciens médico-légaux, responsables de la santé publique. Tous portaient un masque, chaque pas était prudent, chaque respiration était consciente, l'air était lourd d'angoisse. Henri et sa famille furent priés de quitter le 2e étage. La pièce où le corps avait été retrouvé avait été scellée pour enquête. Dans le salon, Amélia serrait Jacques fort contre elle. L'enfant resta silencieux, le regard vitreux, comme s'il voyait quelque chose au loin. Près de la fenêtre, Henri se tenait seul, sa main tremblant légèrement tandis qu'il allumait une cigarette, une habitude abandonnée depuis longtemps.
Tu crois qu'il l'a vraiment tué? Demanda Amelia d'une voix basse et tremblante, espérant que leur fils ne l'entendrait pas. Henri prit une lente bouffée, la fumée s'épaississant dans l'air. Aucun doute. Avez-vous vu son visage ce matin? Complètement vide. Comme si de rien n'était. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. L'inspecteur James entra, accompagné d'une femme grande et mince vêtue d'un manteau gris, les cheveux bruns soigneusement ramenés derrière les oreilles. Ici Laura Martin, enquêtrice médico-légale du laboratoire de criminalistique de San Francisco, annonça James. Elle participera à l'analyse de la scène. Henri tendit la main et serra celle de Laura. S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre ce qui s'est réellement passé. Laura hocha doucement la tête, son regard se dirigeant vers Jacques. J'ai examiné les photos de la scène. Ce à quoi nous sommes confrontés pourrait être très grave. James a ajouté, nous avons contacté les autorités locales pour enquêter sur le passé de Donald. Il semble que son histoire ne soit pas aussi irréprochable qu'on le croyait. Henri fronça les sourcils. Il vit ici depuis au moins 30 ans. Même quand nous avons emménagé, il était déjà renfermé. Amelia a ajouté, il n'était jamais amical. Une fois, quand je l'ai invité à dîner, il m'a regardé et m'a dit, je ne mange pas avec des inconnus, puis il a claqué la porte. Elle marqua une pause. Le vieux voisin, Mademoiselle Rose, m'a dit un jour qu'il avait une femme, mais elle est partie depuis longtemps. Laura se pencha. Rose. Tu as son adresse? Elle habite au pied de la colline, répondit Amelia rapidement. La maison avec les vignes rouges. Je t'y emmène. James hocha la tête. Bien. Il faut parler à autant de voisins que possible. En attendant, je vais faire venir Donald pour l'interroger. 2 heures plus tard, au commissariat de police de Springfield, Donald était assis dans la salle d'interrogatoire. Les bras croisés sur la poitrine, l'expression indéchiffrable. James et Laura étaient assis en face de lui, l'agent Clark prenant des notes. Monsieur Donald, commença James, nous avons trouvé le corps d'une femme dans le débarras que vous avez gardé fermé à clé pendant près de 20 ans. Avez-vous quelque chose à dire? Donald cligna lentement des yeux. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas allé dans cette pièce depuis des années. C'est juste un espace de rangement. Laura se pencha en avant. Le corps était ligoté. Sa bouche était scellée avec du ciment. Suggérez-vous que ces choses se sont ligotées et scellées d'elles-mêmes? Donald fronça légèrement les sourcils. Je ne sais rien. Quelqu'un aurait pu entrer par effraction. Le ton de James devint glacial. La porte était verrouillée avec votre clé. Aucune trace d'effraction. Vous n'avez jamais signalé d'effraction. Vous pensez vraiment que cette explication tient la route? Donald n'a rien dit. Laura fit glisser une photo restaurée sur la table. Voici Mary Walker. C'est bien ça? Votre femme disparue? L'image montrait une jeune femme aux longs cheveux noirs et au regard triste, debout à côté d'un Donald plus jeune. Donald y jeta un coup d'œil, puis se détourna. Elle m'a quitté. Elle s'est enfuie avec un autre homme. Non, répondit James. D'après des rapports de 2006, sa famille l'a recherchée à plusieurs reprises. Vous leur avez dit qu'elle était partie sans laisser de traces. Ni mots, ni bagages, ni contact. Laura ajouta, et maintenant, son corps a été retrouvé chez vous. Ligoté, réduit au silence et mort par asphyxie. La poitrine de Donald se souleva brusquement. Je ne veux pas parler de ça. James tapota légèrement la table. Tu as vécu avec un cadavre pendant 19 ans. Sans être détecté. Cet enfant, Jacques, a failli mourir à cause d'une exposition toxique provenant de cette pièce. Les yeux de Donald s'assombrirent. Je ne le savais pas. Je ne voulais pas blesser le garçon. La voix de Laura était tranchante. Mais tu as blessé ta femme. Et maintenant, tu vas en répondre. Pendant ce temps, chez Miss Rose, la vieille femme était assise avec Laura et Amelia. Je me souviens très bien de Marie, dit Rose. Elle était douce. Elle souriait toujours quand elle passait. Mais j'ai entendu une terrible dispute entre elles, en 2005. A-t-elle déjà dit qu'elle voulait partir, demanda Laura. Rose secoua la tête. Bien au contraire. Elle avait peur de Donald. Un jour, elle m'a dit, si jamais je disparais, ne croyez pas que je suis partie toute seule. Les sourcils de Laura se froncèrent.
As-tu prévenu la police? Rose baissa les yeux. J'avais peur. Donald avait des amis en ville. Et ses yeux, il regardait toujours les gens comme des insectes. Laura a envoyé un message rapide au siège. Merci, mademoiselle Rose. Ce que vous avez partagé est peut-être la pièce manquante. Cette nuit-là, Henry s'assit près du lit de Jacques. Le garçon dormait paisiblement, son visage moins pâle sous la lueur de la lampe de chevet. Amelia le rejoignit et murmura doucement. Il dort plus profondément maintenant. Il ne se gratte plus. Je crois que le gaz a cessé de fuir. Henry lui prit doucement la main. Nous avons vécu aux côtés du mal tout ce temps, et nous ne le savions même pas. Les yeux d'Amelia brillaient de larmes. Si ce n'était pas pour le docteur Sarah, ou pour Laura. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un ayant caché le corps de sa femme pendant 20 ans, murmura Henry. Cet homme, il n'est plus humain. Dehors, le vent hurlait à travers les pins, comme des fantômes chuchotant dans la nuit. L'inspecteur James Carter se tenait immobile devant la porte de la pièce restée fermée à clé pendant 19 ans. La lumière vacillante d'une ampoule au plafond baignait l'espace moisi, où reposait la dépouille de Mary Walker, immobile et silencieuse, telle une âme jamais libérée. Laura Martin s'avança, le visage masqué, mais ses yeux remplis d'horreur. Le corps ne présente pas de signe complet de décomposition naturelle, a-t-elle déclaré. La température ambiante stable et l'étanchéité à l'air ont probablement ralenti la décomposition. Michael Thompson, de la santé publique, s'est avancé avec son appareil de mesure de la qualité de l'air. Alors qu'il approchait de la fissure dans le mur, les chiffres affichés sur l'écran ont grimpé en flèche. Formaldéhyde des niveaux dangereux, a-t-il confirmé. C'est ce qui a provoqué les éruptions cutanées, la fièvre, l'insomnie et la perte de poids de Jacques, a expliqué le docteur Sarah Jacobs en vérifiant les résultats. Si cela avait duré quelques semaines de plus, il aurait pu souffrir de lésions neurologiques permanentes. James hocha la tête et se tourna vers le photographe de la scène de crime. Prenez tous les angles. Surtout les fixations. Et cette bouche cimentée. On compara les échantillons avec les matériaux dans l'atelier de Donald. Laura se dirigea vers un coffre en bois délabré dans un coin. Elle l'ouvrit. Une forte odeur d'humidité monta. À l'intérieur se trouvaient de vieux tissus, des livres à moitié mangés et une petite boîte en bois noir. Henry, cria-t-elle. Mets des gants et ouvre ça. Henry, qui aidait toujours à l'extérieur, se précipita à l'intérieur. Il enfila des gants, puis ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres froissées et plusieurs carnets, solidement attachés avec du tissu délavé. Laura en a ouvert un. Un journal, murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, au poste de police, Laura et James étaient assis avec des pages imprimées du journal, écrites d'une main tremblante, certaines tachées de larmes. 2 mars 2006. Donald a fermé ma chambre à clé de l'extérieur. Il m'a interdit de sortir sans permission. J'ai peur. Je ne peux appeler personne. 10 mars 2006. J'ai essayé de crier, mais il m'a bâillonné avec un chiffon humide. J'ai étouffé. Ma gorge brûlait. Il a dit, si tu ne la fermes pas, je ferai en sorte que tu restes silencieuse pour toujours. 15 mars 2006. J'ai entendu quelqu'un m'appeler dehors. Peut-être était-ce Rose. Mais je n'ai pas pu répondre. Ma bouche, il l'a scellée avec du ciment frais. Il l'a vraiment fait. Je ne peux plus respirer. Laura posa les papiers. Sa voix tremblait. Elle a été torturée. Mentalement et physiquement. Pendant des jours. James serra les poings. Chaque ligne ressemble à un appel à l'aide venue d'outre-tombe. Un officier est entré et a remis un rapport. L'analyse est terminée. Le ciment correspond au lot de Donald. La corde aussi. Laura dit doucement. Nous avons suffisamment de choses à poursuivre. Cette nuit-là, alors que James travaillait avec le procureur, Amelia était assise à côté de Jacques. Cette femme était-elle un fantôme, maman, demanda doucement Jacques. Amelia lui caressa les cheveux. Non, ma chérie. C'était une personne. Tout comme maman. Mais il lui est arrivé quelque chose de grave. Je crois qu'elle voulait que je l'entende, murmura Jacques. La nuit, j'entendais toujours des soupirs. Comme quelqu'un de vraiment triste. Tu es en sécurité maintenant, dit Amelia en lui serrant la main. Nous ne sommes plus près de cette pièce.
Henry entra, la voix ferme. Nous ne retournerons jamais dans cette maison. Le lendemain matin, Monsieur Donald a comparu devant un juge provisoire à Springfield pour son audience préliminaire. Dehors, les journalistes se pressaient sur les marches. Avez-vous un commentaire à faire sur le corps retrouvé chez vous? A demandé un journaliste. Donald ne dit rien. Il marchait calmement, presque étrangement, la tête haute malgré les menottes. À l'intérieur, son avocat se pencha vers James. Je ne pense pas qu'il ait l'intention de coopérer. Je ne vois pas ce qui se passe dans sa tête. James répondit froidement. C'est parce qu'il ne se sent pas coupable. Les gens comme lui pensent que leur victime le méritait. Soudain, Donald parla, d'une voix lente et posée. Elle m'a trahi. Elle voulait partir. Briser la famille. Je lui ai juste appris ce que signifiait l'ordre. Laura le fixa du regard. En lui scellant la bouche jusqu'à sa mort? Donald ne dit rien. Il ferma les yeux et se laissa aller en arrière, sombrant dans une vision tordue de la justice qu'il croyait encore juste. Et à Springfield, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Épicerie, café, salle de classe, chaque coin de rue vibrait d'une terrible vérité. Quelqu'un a été assassiné. Et personne ne le savait. Pendant près de 20 ans, je le voyais promener son chien tous les matins. Qui l'eût cru? Mademoiselle Rose dit avoir entendu des cris, mais personne ne l'a cru. Devant la vieille maison qui était autrefois la demeure familiale d'Henry, un ruban de police bloquait désormais la propriété, des fils jaunes vifs flottant au vent et des panneaux d'avertissement affichés en rouge vif, zone d'investigation. Ne pas entrer. Sarah Jacobs était revenue pour une dernière série de prélèvements avant de remettre officiellement les lieux à la police et à la justice. Henry l'accompagna jusqu'à la porte, les yeux remplis d'émotion, la voix basse et chargée de gratitude. Grâce à toi, mon fils est toujours en vie. Sarah eut un léger sourire. Non. C'est votre fils qui a sauvé toute la ville. Si Jacques n'avait pas réagi aux toxines, ce corps n'aurait peut-être jamais été retrouvé. Pendant ce temps, Laura retourna au siège de la police de San Francisco. Elle s'arrêta devant les archives des affaires non résolues, ce vaste et silencieux mausolée de souffrances oubliées, où des milliers de dossiers non résolus prenaient la poussière. Elle remit le dossier de l'affaire Mary Walker sur l'étagère et le nota en rouge, dévoilé. La vérité derrière le mur de bois. Puis elle murmura quelque chose, des mots que James citerait plus tard dans une interview télévisée. Les morts ne restent silencieux que lorsque nous cessons de les écouter. Au service médico-légal de l'hôpital général de San Francisco, le médecin légiste en chef, le docteur Edward Griffin, fixait d'un air sombre l'écran d'ordinateur affichant les résultats du test ADN. En face de lui, Laura Martin, l'enquêtrice principale de Springfield, serrait une tasse de café maintenant froide entre ses doigts pâles. Edward se tourna vers elle, la voix grave. Nous avons comparé l'ADN des dents du corps avec les archives de Mary Walker. La correspondance est parfaite. Laura se figea. Elle s'en doutait, fort. Mais l'entendre confirmer la chose la frappa comme un glaçon. C'est donc bien Mary, murmura-t-elle, disparue depuis 2006. Edward hocha la tête. Le décès est survenu entre mars et début avril de cette année-là. Cause, asphyxie mécanique. Aucun signe de résistance. Aucune fracture. Aucune lutte. Laura pencha la tête, sa voix s'aiguisant comme une lame. Parce qu'elle était attachée. Parce que sa bouche était scellée avec du ciment. Edward soupira. Elle est morte en silence. Personne ne le savait. Personne ne l'a entendu. Laura leva les yeux, du feu dans les yeux. Et Donald a vécu une vie normale pendant près de 2 décennies, distribué le courrier, acheté du pain, salué les voisins, tandis que le corps de sa femme était ligoté derrière le mur. Au même moment, au commissariat de Springfield, l'inspecteur James Carter appelait la sœur de la victime, Agnès Walker, qui vivait désormais à Eugène. Sa voix était douce, mais lourde de chagrin. Madame Agnès, je suis désolé de vous informer par téléphone, mais nous avons confirmé que le corps retrouvé chez Monsieur Donald est bien celui de votre sœur Marie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, ce fut un torrent de sanglots. Non. Non, c'est impossible. Pendant 19 ans, je l'ai cherché partout. James parlait lentement. Nous savons que votre famille a signalé plusieurs disparitions. Mais à l'époque, l'affaire était close, Donald affirmant qu'elle était partie volontairement. On n'y a jamais cru, s'écria Agnès.
Mais il disait qu'il n'y avait aucune preuve. On nous ignorait. La police de l'époque ne voulait rien entendre. Nous rouvrons toute l'affaire, a déclaré James, et cette fois, Marie ne sera pas réduite au silence une seconde de plus. Cet après-midi-là, Agnès prit le premier bus d'Eugène à Springfield. À son arrivée, Laura et James l'accueillirent dans une salle de conférence privée. Agnès posa en tremblant une vieille photo sur la table, Marie, souriante et radieuse sur une plage de Santa Cruz, en 2005. Elle aimait l'océan. Elle ne méritait pas de mourir comme ça. Laura posa doucement sa main sur la photo. Nous ne laisserons pas la mort de Marie être oubliée. Agnès serra la mâchoire. Donald la frappait. Je le savais. Mais elle le cachait. Elle m'a dit, il peut être gentil parfois. Quelle blague! Les agresseurs ont toujours deux visages. James intervint. Vous avez déposé plainte en 2006, n'est-ce pas? 3 fois, dit Agnès fermement. D'abord, quand Marie a cessé de répondre au téléphone. Ensuite, après que je suis allé chez eux et que Donald leur a annoncé son départ. Troisièmement, quand j'ai déposé une plainte. Mais ils l'ont simplement consignée et mise de côté. Laura prit une profonde inspiration. Nous trouverons un moyen de faire rendre des comptes à ceux qui ont ignoré ou dissimulé cette affaire. Qu'il s'agisse de négligence ou de complicité, ils ont aidé un tueur à se cacher. Agnès hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Merci. Merci à vous deux. À l'école de Jacques, la professeure principale, Béatrice Moore, a participé à une réunion d'urgence avec le directeur. Suite à la couverture médiatique nationale, le directeur, Peter Benson, a exprimé son inquiétude. Nous devons soutenir la famille du garçon. Jacques est un élève brillant et bienveillant. Nous ne pouvons pas le laisser être stigmatisé. Béatrice hocha la tête. Je suggère qu'on désigne un psychologue scolaire pour un suivi personnalisé. Vivre aussi longtemps aux côtés d'un cadavre peut laisser un traumatisme durable. Et nous enverrons une lettre à tous les parents, a ajouté le directeur, leur demandant de respecter la vie privée de la famille. Ce soir-là, Jacques était allongé dans un lit d'hôpital à San Francisco, après avoir été transféré de la maison toxique. Amelia était assise à côté de lui et lui caressait doucement les cheveux. « Maman, elle s'appelait vraiment Marie ?» demanda-t-il. « Oui, Marie. » C'était la femme de Monsieur Donald. Jacques regarda le plafond, les yeux distants. « Alors pourquoi m'a-t-elle murmuré quelque chose ?» Amelia tressaillit. « Que as-tu dit, chérie ? » « Une nuit, je l'ai entendu dire, que quelqu'un me trouve. Je suis là. Je ne peux pas crier. Je pensais que je rêvais, mais la voix était si claire, maman. » Amelia le serra fort, incapable de répondre. Sa main se crispa, tremblante d'un mélange de peur et d'émotion. Le lendemain matin, une conférence de presse officielle s'est tenue au siège de la police provinciale. Des médias de tout le pays se sont rassemblés, caméras et micros braqués sur le pupitre. L'inspecteur James Carter s'avança, la voix solennelle. Nous confirmons que le corps retrouvé au domicile de Springfield appartient à Madame Mary Walker, disparue depuis 2006. Elle a été assassinée et cachée pendant 19 ans par son ancien mari, Monsieur Donald Lawson. Un murmure parcourut la pièce. Nous reconnaissons également que le dossier de disparition de la victime a été clos prématurément et insuffisamment. À cause de cette négligence, Marie n'a jamais été sauvée. Laura s'est approchée du micro. Mais c'est la réaction inhabituelle du jeune Jacques, la victime indirecte, qui a révélé la vérité. Nous remercions sa famille, le docteur Sarah Jacobs et les témoins qui n'ont jamais baissé les bras. Un journaliste a crié « Monsieur Donald a-t-il avoué le crime ?» James répondit « Non. » Mais les preuves matérielles, les entrées du journal, les déclarations des témoins et l'analyse médico-légale ne laissent aucun doute. Il sera poursuivi pour meurtre avec préméditation, recel de cadavres et mise en danger de mineurs. Laura conclut, certaines victimes ne peuvent plus parler. Mais si nous écoutons attentivement, elles crient encore à travers les fissures des murs, à travers leurs rêves, à travers un enfant qui gratte dans le noir. La cellule de détention du centre de détention de Springfield avait gagné le surnom le silence non pas parce que c'était calme, mais parce que personne ne parlait à ceux qui avaient commis l'impardonnable. Donald Lawson était assis seul dans la pièce froide, la faible lumière projetant des ombres sur son visage ridé. Ses yeux creux ne trahissaient aucune émotion. Devant lui était assis l'avocat commis d'office, Vincent Adams, un homme d'une 50aine d'années,
déjà épuisé par la défense d'un client aussi éhonté. Tu ne veux pas demander la clémence? Tu refuses de coopérer en échange d'une réduction de peine, demanda Vincent à voix basse. Donald répondit d'un ton calme, comme s'il parlait de course. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai juste fait taire. L'avocat fronça les sourcils. En lui scellant la bouche avec du ciment? Elle n'arrêtait pas de gémir. De pleurer. D'appeler sa mère. Je lui ai dit, tais-toi. N'attire pas l'attention. Mais elle ne voulait pas écouter. Vincent s'arrêta, puis se pencha en avant, sévère. Vous avez enfermé votre femme dans une pièce sans fenêtre. L'avez attachée. Vous ne lui avez donné ni nourriture ni eau potable. Ne considérez-vous pas cela comme une torture? Donald hocha légèrement la tête. Si elle avait appris à se taire, elle aurait vécu plus longtemps. De retour au commissariat, Laura relisait le journal de Marie. Les dernières pages étaient écrites d'une main tremblante, chaque mot imprégné de peur et d'isolement. J'écris ceci à la main car je n'ai pas le droit de toucher à un téléphone ni à quoi que ce soit d'autre. Si quelqu'un trouve ces mots, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Je ne mérite pas de mourir ici. Je veux juste vivre. Laura se mordit la lèvre. Elle leva les yeux vers James, qui scellait soigneusement le dossier. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impitoyable, murmura-t-elle, et pourtant capable de vivre comme si de rien n'était pendant toutes ces années. James, les yeux toujours fixés sur l'écran, répondit doucement. Le pire des mots n'est pas commis dans un moment de folie. Il est commis par quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir et qui a quand même choisi d'agir. Laura hocha la tête, mordit le bout de son stylo, puis murmura. Quand la bouche de Marie a été scellée avec du ciment, pensez-vous qu'elle pouvait encore respirer? Pendant combien de temps? James s'arrêta quelques secondes. Ça dépend de la quantité utilisée. Mais si c'était encore humide, elle serait morte lentement. Probablement en 20 minutes. Assez longtemps pour qu'elle comprenne que personne ne viendrait la sauver. Laura baissa la tête, les larmes coulant de manière incontrôlable. Dans une école primaire de San Francisco, Jacques s'est assis avec la psychologue scolaire Lucy Morgan. « À quoi as-tu rêvé dernièrement » demanda doucement Lucy. Jacques baissa les yeux vers la table, griffonnant un dessin d'une femme aux cheveux longs debout près d'une fenêtre. Elle ne parle plus. Mais elle sourit doucement. Elle n'a plus mal, dit-il sans lever les yeux. Lucy sourit et toucha légèrement la main de Jacques. C'est bien. Ça veut dire qu'elle a été entendue. Jacques leva les yeux pour la première fois de la séance, ses yeux brillants. Pensez-vous que les morts peuvent se reposer si les vivants connaissent la vérité? Lucy hocha lentement la tête. Je crois qu'ils le peuvent. Ce soir-là, dans un parc près du logement temporaire de la famille, Henri et Amelia étaient assis sur un banc et regardaient leur fils jouer avec quelques nouveaux camarades. Le garçon courait et riait, sa voix rappelant le printemps en plein hiver. Henri versa du thé chaud dans un thermos et le tendit à sa femme. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela s'est produit juste de l'autre côté du mur. Amélia l'accepta, ses mains froides tremblantes. Si Jacques n'était pas tombé malade, ce corps serait peut-être encore là. Et cet homme qui achète encore le pain du dimanche. Henri regarda son fils, puis se tourna vers elle. Je voulais lui apprendre à être dur. À être un homme. Mais il m'a appris à écouter, à croire ce que les adultes rejettent toujours. Amélia sourit, les larmes aux yeux. Jacques n'a jamais vu Marie. Il n'a jamais entendu son histoire. Mais il a quand même ressenti sa douleur. Peut-être y a-t-il des liens que la science ne peut expliquer. 3 jours plus tard, l'audience préliminaire de Donald se tenait au tribunal du comté de Lannes. Les journalistes se pressaient pour prendre des photos. Voitures de police, avocats et membres de la famille créaient l'atmosphère tendue d'un drame judiciaire. Agnès Walker, la sœur de la victime, a été invitée à prendre la parole. Vêtue de noir et tenant une photo de Marie, sa voix tremblait, mais restait ferme. Je ne suis pas là pour mendier. Je suis là pour rendre sa dignité à ma sœur. Elle était bonne. Elle était gentille. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Elle se tourna vers Donald, maintenant assis froidement derrière le banc des accusés. Tu l'as tué par le silence, en l'enfermant dans une pièce d'où personne ne pouvait l'entendre crier. Mais tu ne peux pas tuer la vérité à jamais. Tu ne peux pas tuer cette douleur à jamais. Le silence retomba dans la salle d'audience. Puis le marteau du juge retentit, mettant fin à l'audience.
Plus tard dans la journée, Laura et James se tenaient dans le couloir du palais de justice, regardant les journalistes faire leurs bagages, les caméras s'éteindre, les lumières de la scène s'éteindre. « Nous l'avons fait », dit Laura en serrant fermement le dossier. James hocha la tête. Pas seulement pour Marie, mais pour chaque personne réduite au silence par un mur. Laura regarda l'horizon. Un faible rayon de soleil perçait les nuages gris. La justice ne peut changer le passé. Mais au moins, elle peut empêcher qu'un autre corps ne soit enterré dans le silence. Au cimetière de Springfield, une nouvelle tombe a été placée pour Mary Walker. Sur la pierre tombale on pouvait lire simplement « Mary Walker. 1974-2006. Enfin, vous avez été entendu. » Agnès déposa une fleur blanche sur la tombe, ses larmes coulant doucement, une tristesse silencieuse se lisant sur son visage. Amelia, Henri et Jacques se tenaient derrière elle, silencieux. Jacques s'avança, le poids du souvenir sur ses frêles épaules, et murmura « Mademoiselle Marie, je vous ai raconté votre histoire, m'avez-vous entendu ?» Une légère brise passa, agitant l'herbe, et une feuille jaune se posa près de la pierre tombale. Henri posa sa main sur l'épaule de son fils, le ramenant à cet instant sacré. « Nous l'avons sortie des ténèbres, dit-il doucement, et elle nous a fait sortir de cette maison du mal. » Heureusement, les médecins étaient intervenus à temps. Peu après, la maison était mise sous scellé par la police. Jacques fut transféré dans un hôpital universitaire de San Francisco pour observation et soins spécialisés. Le docteur Sarah Jacobs a personnellement transmis tous les dossiers médicaux et les résultats d'analyse à l'équipe de l'hôpital Saint-Maries, qui abrite l'un des meilleurs services d'immunologie et de toxicologie du pays. Dans une chambre d'hôpital au 5e étage, Amelia était assise à côté de son fils. Jacques dormait profondément, sa respiration était régulière, ses joues étaient redevenues roses. Sarah entra avec un dossier fraîchement imprimé. « Madame Amelia, dit-elle doucement, nous avons terminé nos consultations. Jacques présente des signes d'inflammation systémique légère, mais aucune atteinte neurologique évidente. Avec le traitement actuel, il se rétablira complètement. » Amelia serra sa main, la voix étranglée. « Il va vraiment bien ? C'est un petit guerrier. » Sarah sourit chaleureusement. Si nous avions attendu un mois de plus, son système nerveux aurait pu être définitivement endommagé. Henri se tenait derrière eux, la main sur l'épaule de sa femme, la voix tremblante. « Nous ne savons pas comment vous remercier. » Sarah secoua la tête, le regard grave. « J'ai simplement fait ce que ma conscience exigeait. Mais sincèrement, je crois que c'est Jacques qui a sauvé Marie. » 3 jours plus tard, l'avocate de la famille Walker, Martha Fleming, a officiellement déposé une requête pour rouvrir l'affaire de 2006 et a demandé une enquête criminelle sur ceux qui avaient ignoré le rapport initial de la personne disparue déposé auprès du bureau du procureur du district de Lannes. Les journalistes se sont rassemblés. Madame Fleming, a demandé l'un d'eux, est-il vrai que cette affaire a été close prématurément en raison de liens personnels entre Monsieur Donald et un ancien enquêteur? Nous avons demandé une enquête officielle, répondit Martha d'un ton ferme. S'il y a eu dissimulation, toutes les parties impliquées devront rendre des comptes. La voix de Mary Walker a été volée. Nous ne laisserons personne d'autre se taire. La voix d'un autre journaliste s'éleva par-dessus le bourdonnement. Comment va le jeune Jacques? Martha sourit doucement. Je viens d'apprendre une excellente nouvelle. Il se rétablit bien à San Francisco. Courageux et perspicace, il a été la clé pour élucider une affaire enfouie depuis 19 ans. À l'hôpital, Jacques a travaillé avec un art-thérapeute. Avec une concentration méticuleuse, il a colorié l'image d'une porte bleue, grande ouverte, traversée par une lumière dorée. « Qu'est-ce que c'est que cette porte ?» demanda le thérapeute en souriant. « Une porte de sortie pour Miss Marie », répondit Jacques doucement. « Je crois qu'elle était là depuis longtemps. Et maintenant, elle est enfin dehors. » Henri était assis dans le couloir, immobile et silencieux, le souffle coupé par les paroles de son fils. Il se tourna vers Amelia et murmura, « Notre garçon comprend mieux que n'importe quel adulte ayant jamais vécu près de Donald. » Pendant ce temps, au bureau d'enquête sur les données de San Francisco, Laura et son équipe examinaient les cas de personnes disparues de 2000 à 2010. L'écran affichait des centaines de noms, d'images et de dates de dernière visite. James rapprocha sa chaise. « Tu penses qu'il pourrait être lié à une autre affaire ? » On ne peut pas l'exclure, répondit Laura en parcourant la base de données. Quiconque aurait pu cacher le corps de sa femme pendant près de 2 décennies aurait pu faire pire. James fronça les sourcils.
Il a vécu trop longtemps dans le silence, et les gens étaient bien trop disposés à le croire. Laura désigna un nom sur l'écran. Tiens. Une femme nommée Anna Parsons. Disparue en 2003, également de Springfield. Aucune trace. Aucun contact avec sa famille depuis sa dernière apparition près du marché local. James parcourut le dossier. Son mari était suspect à l'époque, mais il n'avait pas assez de preuves. Mais regardez ça, lui et Anna ont loué une chambre chez Donald. Laura resserra son emprise sur la souris. Il nous faut un mandat pour perquisitionner toute la propriété. Il pourrait y avoir plus d'un secret enfoui là-dedans. Dans la cour de récréation de l'hôpital, Jacques construisait avec des cubes en bois aux côtés d'un garçon prénommé Diego. C'était son premier grand sourire depuis qu'il avait quitté la vieille maison. « Veux-tu voir mademoiselle Laura » demanda Amelia. Jacques leva les yeux et hocha la tête. Cet après-midi-là, Laura arriva. Jacques était assis en face d'elle dans une pièce calme. Entre eux se trouvait le dessin de la porte de lumière. « Tu sais, » dit Jacques doucement, « je rêvais d'une pièce sans fenêtre, avec juste le son de quelqu'un qui soupirait. » Laura hocha lentement la tête. « Je crois que c'était Marie qui essayait de te parler. Et tu l'as aidée à se faire entendre. » Jacques la regarda dans les yeux. « Alors qui va aider les autres comme elle ?» Laura sourit et lui prit la main. « Toi et moi, si tu veux bien être l'assistant honoraire de la police de San Francisco. » Jacques rit pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la vieille maison. Au centre de détention, Donald Lawson a reçu son acte d'accusation officiel de la Cour supérieure du comté de Lane. Accusation, meurtre au premier degré, dissimulation de corps, destruction de preuves, mise en danger d'un mineur. Peine, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Maître Vincent a jeté le dossier sur la table. Je ne vous défends plus. Vous n'éprouvez aucun remords. Vous ne connaissez que le silence. Et maintenant, vous allez mourir dans ce même silence. Donald ne dit rien. Il fixait simplement le mur blanc devant lui, comme s'il entendait encore la voix de Marie résonner dans le grain du bois. Sur la tombe récemment posée de Marie Walker, sa famille et ses amis se sont réunis pour une cérémonie commémorative organisée par les autorités. Des journalistes, des présentateurs radio et la quasi-totalité des habitants de Springfield étaient présents. Agnès Walker, la sœur fidèle de Marie, s'est avancée pour prendre la parole. Ma sœur rêvait autrefois de devenir institutrice. Elle aimait les enfants, les marguerites et croyait au bonheur simple. Elle n'a jamais pu réaliser ce rêve. Mais grâce au courage d'un enfant, sa voix a retrouvé son élan. La foule se tut. Amelia pleura. Henri serra leur fils dans ses bras. Je ne me souviens pas clairement de son visage, murmura Jacques, mais je sais qu'elle ne souffre plus. Agnès s'agenouilla et serra le garçon dans ses bras, la voix tremblante. Merci d'avoir entendu ce que nous, les adultes, aurions dû entendre depuis longtemps. Un soleil printanier inondait l'hôpital Saint-Marie. Jacques avait été transféré en salle de réveil, n'ayant plus besoin d'assistance respiratoire. Sa peau avait retrouvé sa couleur et ses cheveux commençaient à repousser après des semaines d'épuisement, de perte de poids et de démangeaisons incessantes. Henri entra dans la pièce, un petit sac en papier à la main. Devine ce que j'ai apporté, la taquina-t-il. Jacques se redressa, les yeux écarquillés de joie. Un hamburger de chez Sancho. C'est vrai. Ton endroit préféré. Mais un seul. Le médecin a dit qu'il ne fallait pas abuser des aliments gras. Amélia rit et tendit une serviette à son fils. Tu sais, le docteur Sarah a dit hier que tu te rétablissais plus vite que prévu. C'est parce que je veux retourner à l'école, dit Jacques avec un grand sourire. Je veux voir Diego et Madame Moore. Henri s'assit près du lit. Une fois que tu seras complètement rétabli, nous déménagerons à San Francisco. Près de l'hôpital, d'une bonne école, et loin de cette vieille maison. Jacques resta silencieux un instant, puis demanda doucement, est-ce que quelqu'un vit dans cette maison maintenant? Amélia jeta un coup d'œil à son mari, puis répondit, non. C'est scellé par la police. Le gouvernement a décidé d'en faire un centre d'éducation communautaire en l'honneur de Marie. Le garçon pencha la tête en clignant des yeux. Vraiment, maman? Plus personne ne sera enfermé ici? Henri serra doucement la main de son fils. Personne, mon fils. Plus jamais. Une semaine plus tard, dans la salle d'audience 4 du tribunal pénal du comté de Lane,
la condamnation publique de Donald Lawson a été retransmise en direct dans tout le pays. Des dizaines de journalistes, reporters, témoins et habitants de Springfield ont rempli la tribune. Donald fut escorté à l'intérieur, menotté, impassible, sous la lumière des caméras. Il ne baissa pas la tête et ne manifesta aucun regret. La juge en chef Angela Mitchell a lu la sentence avec une conviction inébranlable. Après avoir examiné l'ensemble des preuves, témoignages, journaux intimes des victimes et rapports d'autopsie, le tribunal condamne M. Donald Lawson à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Accusation, meurtre avec préméditation, dissimulation de corps, torture psychologique, mise en danger d'un mineur et tromperie des autorités pendant 19 ans. La salle d'audience a éclaté. Certains ont pleuré. D'autres ont applaudi. La sœur de Marie, Agnès, serrait un mouchoir, les larmes coulant sur son visage. Enfin, ma sœur a parlé, murmura-t-elle. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se sont rassemblés autour de l'avocate Martha Fleming. « Que pensez-vous de la réaction du défendeur » a demandé l'un d'eux. Froid. Impassible. Mais la phrase d'aujourd'hui ne le concerne pas. Elle s'adresse à Marie et à tous ceux à qui on a déjà dit que ce n'était pas si grave, alors que leur voix était ignorée. De retour à l'hôpital, Jacques était assis dans un fauteuil roulant et dessinait tout en écoutant les informations sur la télévision murale. À l'écran, le présentateur annonçait. Le tribunal du comté de Lane a condamné Donald Lawson à la prison à vie. Cette affaire a donné lieu à un examen national de centaines de dossiers de personnes disparues non résolues. Amelia posa la main sur son épaule. Tu vois? Ce que tu as traversé a contribué à attirer l'attention sur tant d'autres. Jacques se retourna et sourit. Mademoiselle Marie ne sera plus seule. Un mois plus tard, à Springfield, les autorités locales organisèrent une cérémonie spéciale devant la maison où le crime avait eu lieu. La pièce où Marie était retenue avait été démolie, repeinte et transformée en une petite bibliothèque nommée la salle de lecture des voix perdues. Une plaque de bronze à l'entrée disait « À la mémoire de Marie Walker, de 1974 à 2006. » Silencieuse dans la vie, entendue par le cœur d'un enfant. Henri se tenait debout, tenant Jacques à côté d'Amelia. La lumière dorée de l'après-midi les enveloppait comme une douce conclusion à un long cauchemar. Agnès Walker a placé un vieux livre sur la table, le journal de Marie, désormais copié, publié et distribué gratuitement dans les écoles du comté. « Veux-tu en lire un peu » demanda-t-elle en touchant doucement l'épaule de Jacques. Le garçon hocha la tête en feuilletant les pages. En juin, Laura Martin a été honorée comme défenseur de la justice de l'année par l'Open Justice Foundation. Durant son discours, elle a regardé directement le public, où Amelia et Jacques étaient assis. « On croit souvent que la justice est rendue par un tribunal », a-t-elle déclaré. Mais la vraie justice commence par quelqu'un qui est prêt à écouter. Et parfois, cette personne n'a que 10 ans. Des applaudissements retentirent, longs et sincères. Le lendemain, Laura rendit visite à Jacques dans un parc de la ville de San Francisco, où il jouait au football et courait avec d'autres enfants. « Tu te souviens de ta promesse » demanda Laura alors qu'elles étaient assises sur un banc. « Je serai assistant honoraire de la police de San Francisco » répondit rapidement Jacques, « mais seulement si je suis autorisé à créer des règles spéciales pour les enfants. » Laura éclata de rire. « D'accord, monsieur l'assistant. Premier point à l'ordre du jour ? N'ignore jamais un murmure, dit le garçon avec sérieux. Même s'il vient de l'autre côté du mur. Avant de quitter le parc, Laura a offert à Jacques un petit cadeau, un carnet relié en cuir, gravé d'un hibou et des mots suivants. La liberté commence par une histoire. Écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce en quoi vous croyez, a dit Laura. Un jour, vous serez celui qui racontera des histoires qui aideront les autres à trouver leur voie. Jacques serra le carnet dans ses bras, souriant vivement. Dans un court essai soumis à son professeur, Madame Béatrix Moore, au début de la nouvelle année scolaire, Jacques a écrit. Je pensais avoir été piqué par des punaises de lit. Mais il s'avère que c'était la façon dont une personne décédée essayait de parler. Je ne me souviens pas clairement du visage de Miss Marie, mais je crois l'avoir entendu en rêve. Je veux grandir pour aider les autres, ceux que personne n'écoute plus. Aux archives principales du bureau du procureur du district de San Francisco, l'affaire Marie Walker a été classée dans un tiroir spécial marqué d'une étiquette rouge. Et sa justice rendue juste en dessous se trouvait un nouveau fichier, le cas d'Anna Parsons, disparu depuis 2003. Laura le sortit, les yeux brillants de détermination. Nous ne nous arrêterons pas à Marie. Ainsi,
l'histoire d'un garçon de 10 ans de Springfield, qui s'était un jour gratté jusqu'au sang à cause d'une démangeaison insupportable, a ouvert la porte à d'innombrables autres personnes pour qu'elles puissent dire leur vérité. Car certaines douleurs semblent enfouies à jamais, mais chaque cri peut être entendu, si quelqu'un est prêt à l'écouter. Parfois, la vérité ne se cache pas derrière les briques et les pierres, mais derrière l'indifférence d'une communauté. Sans la persévérance d'un médecin, la sensibilité d'un petit garçon et le courage de ceux qui ont osé affronter le passé, Marie serait restée enfouie dans le silence. Cette histoire nous le rappelle, chaque appel à l'aide, aussi faible soit-il, mérite d'être entendu. Et parfois, c'est un enfant qui voit ce que les adultes ont oublié depuis bien trop longtemps.